les conférences du Centre d'histoire de la résistance et de la déportation. Historiens, universitaires, spécialistes livrent l'état de leurs recherches en cours. Bonsoir, vous m'entendez? Donc je suis là pour vous présenter à la fois un livre et en même temps une aventure intellectuelle. Parce que ce livre, il n'est pas né au hasard, c'est pas comme si il était né de la volonté de 3 personnes de faire quelque chose. Moi, au départ, je voulais pas le faire, hein, j'étais pas d'accord. Et puis c'est en examinant la situation, on va dire, historiographique et intellectuelle du champ historiographique duquel on est en train de parler, que j'ai fini par me dire que c'était en fait une bonne idée de proposer quelque chose qui serait à la fois une synthèse, c'est-à-dire on digère les travaux et en même temps on essaye d'en donner quelque chose et en même temps un peu plus que ça. Alors pour essayer d'expliquer tout ça, il va falloir qu'on passe par une histoire de l'histoire du nazisme avant de commencer à travailler sur l'objet. Parce que c'est un objet d'histoire du temps présent au sens plein du terme. L'histoire du temps présent, vous le savez peut-être, c'est cette partie de l'histoire dans laquelle il y a, qui est caractérisée par la coprésence des protagonistes de l'histoire, des acteurs et de l'historien. Ce qui veut dire que l'historien qui s'occupe de cette période-là, il n'est jamais tout seul sur ses archives, sur ses livres, etc., en train d'écrire, etc. Il y a toujours du monde autour de lui. Et ce monde autour de lui, dans le cas du nazisme, eh ben, c'est les victimes, tous ces ensembles de victimes, parce que le nazisme en a quand même créé énormément, c'est les entrepreneurs de mémoire, c'est-à-dire les gens qui estiment qu'il y a un enjeu politique, un enjeu de cité, à se souvenir du national-socialisme et de la trace qu'il aura laissée dans l'histoire, notamment en Europe. Il y a aussi d'autres personnages, plus discrets souvent, les procureurs, les juges d'instruction, un certain nombre d'espions, de policiers politiques, de policiers tout court, des militaires, etc., etc. Et tous ces gens sont un peu pesants quand on est en train de travailler sur la national-socialisme. Il n'en reste pas moins qu'il faut les prendre en compte quand on essaye de comprendre, tout simplement parce qu'ils ont leur rôle dans la façon dont l'innovation va se mettre en place dans le nazisme. Au fond, on ne peut pas comprendre les vagues d'interprétation du national-socialisme si on laisse l'historien tout seul dans sa citadelle. Il faut, à côté, avoir tous ces personnages dont je suis en train de vous parler pour comprendre. Je vais essayer de vous expliquer ça en 2 minutes. Au fond, l'histoire du national-socialisme, elle commence à s'écrire pendant la guerre. C'est-à-dire pendant que le truc existe, pendant que le monde dit libre, parce qu'il n'est pas tout à fait libre, le monde dit libre est en train d'essayer de gagner la chose. Alors le monde libre, c'est quoi? C'est évidemment le camp occidental. Pourquoi je dis qu'il est dit libre? Parce que tout simplement, il est libre en ce qui concerne les métropoles, mais qu'il n'y a pas la liberté, elle devient de plus en plus discutable en ce qui concerne les empires coloniaux qui vont se mobiliser de façon extrêmement intense pendant la guerre. Et puis, il y a l'autre partie du monde allié qui est, lui, vraiment pas libre, hein, qui est l'URSS stalinienne, qui va jouer un rôle extrêmement important dans toute cette affaire. Et donc, c'est dans ces puissances, dans ce camp de belligérants que va commencer l'histoire du national-socialisme, avec notamment dans les organes de renseignement du Troisième Reich, les organes de renseignement de l'armée américaine et du Canada et des Anglais que vont mettre en place, qu'un certain nombre d'intellectuels vont mettre en place les premières interprétations du nazisme, et des interprétations d'une grande acuité. Au fond, toute une partie de ce qui va se passer une trentaine d'années après, où on va nous expliquer quelles sont les structures étatiques du national-socialisme, naît en fait dans ce qu'on appelle l'intelligence community, donc la communauté des services de renseignement américains et britanniques de la Seconde Guerre mondiale. Il y a ici donc un tout premier môle de travaux qu'on va garder en réserve. La vraie première histoire, celle qui va être
médiatisée, qui constitue la première qui est proposée aux opinions occidentales. Elle naît bien sûr de ce qui se passe après 1945 et quand on regarde les historiographies, il faut toujours regarder les acteurs qui la mettent en place, qui écrit l'histoire, il faut regarder les documentations qui sont mobilisées et il faut regarder dans quelles circonstances et dans quel contexte tout ça est écrit. Et donc la première génération, c'est les gens dont je suis en train de vous parler, donc qui font partie de cette intelligent community, mais aussi des appareils d'occupation américains, qui vont se saisir des premières documentations qui sont saisies sur l'Allemagne nazie, par les Américains, les Britanniques, etc., et qui vont être mobilisées dans ce qui est le premier récit du nazisme qui est mis en place au moment des procès de Nuremberg. Et à ce moment-là, qu'est-ce que les gens ont à disposition pour essayer de travailler le nazisme ? Ils ont en gros très peu d'archives, beaucoup de publications, ce qu'on appelle, on va appeler ça de la littérature grise, plus Mein Kampf, etc., etc., et les 3 ou 4 thèses qui sont mobilisées par les procureurs de Nuremberg pour mettre en accusation les nazis. Ces 3-4 thèses, elles tiennent dans crimes de guerre, crimes contre l'humanité, appartenance à des organisations illégales et, enfin, crimes contre la paix. L'idée derrière tout ça, c'est l'idée qu'ont les Alliés, c'est de dire les nazis sont coupables d'avoir conspiré contre la paix. Et donc d'avoir eu l'intention de créer la guerre, de la générer, et sous couvert de la guerre, d'exterminer les Juifs. Cette thèse-là, elle est donc en place, elle se met en place progressivement à partir de 1945-1946, et l'historiographie allemande, qui va être composée à partir de cette époque-là et pendant les 20 années suivantes, est mise en place par des groupes d'historiens qui ont connu une éducation historienne classique. Qu'est-ce que ça veut dire d'être historien dans les années 30, 40, 50 ? Tu fais du latin et du grec à très haute dose, les verbes semi-déponents, etc., etc. Tu travailles une sorte de l'humanité qui est essentiellement une histoire hegelienne, dans laquelle, en gros, les mouvements de l'histoire sont des mouvements qui sont liés à des grands hommes qui vont traduire dans la réalité des systèmes d'idées qui sont les leurs et qui changent les choses. Dans cette optique, le nazisme, c'est un grand homme noir, sombre, qui, par la magie et la manipulation, va subjuguer tout un peuple et l'amener à faire que cette nation de Goethe, de Beethoven, etc., finit par envoyer ses enfants tuer des gens au bord de fosses en Biélorussie. Ce premier courant, on l'appelle le courant intentionnaliste. Et c'est lui qui sort l'histoire du nazisme de la culture de guerre et de la façon dont on caractérisait le national-socialisme et qui va imposer ce récit jusque dans les années 50, 60 et 70 de la République fédérale allemande. Je laisse de côté l'autre pour l'instant. On en reparlera peut-être plus tard, on aura peut-être le temps. Le corollaire de tout ça, c'est qu'au fond, on a une histoire qui est assez simple. Vous avez un ange sombre qui a hypnotisé tout un peuple de 75 millions de personnes, et ce peuple de 75 millions de personnes, un peu comme un zombie, a mis en place un plan dessiné quelque part entre 1919 et 1925, et l'a appliqué jusqu'en 1945, et bon, ça s'est mal passé. Dans le même temps, évidemment, les gens dont nous sommes en train de parler, ils mettent en place une seconde génération de personnes, leurs enfants, et leurs enfants se posent des questions qui vont bien au-delà de tout ça. Ils sont là, ils sentent bien que le monde dans lequel ils vivent et cette République fédérale allemande dont ils sont les héritiers, qui est en train de connaître le miracle économique, qui voit l'Allemagne retrouver son rang parmi les nations, qui au fond ressemble un peu, c'est ein Volk, ein Reich, ein Führer. C'est un peuple. Alors
Le peuple, il a été chassé en 1945. Il y a 12 millions d'Allemands de plus que d'habitude. Et ces 12 millions, c'est 57, 70, 60 millions d'Allemands. Ils sont sur un territoire qui est de plus exigu, qui ressemble plus tout à fait au Reich. Mais le Reich, au fond, il continue d'exister parce qu'il a certes été réduit à la condition exiguë, mais il y a désormais un territoire dans lequel les Allemands sont chez eux. Il n'y a plus de communauté allemande diasporique partout. Les vaches sont bien gardées. En Allemagne, on est allemand. En Ukraine, on est ukrainien. Il n'y a plus de polonais. Il n'y a plus de Volksdeutsche. Il n'y a plus d'allemands culturels, on va dire, d'allemands de souche, etc., etc. Et à une Führer, d'accord, c'est pas Hitler, c'est Adenauer, mais au fond, on peut se dire que la RFA est une sorte de réalisation de la promesse nazie façon nain de jardin. Et donc la deuxième génération, celle des gens qui naissent de ces gens qui ont été anciens combattants, qui ont connu le nazisme, etc., qui va se socialiser dans l'université des années 60-70 et est en train de se dire, au fur et à mesure de ce qu'elle apprend, de ce qu'elle comprend, elle est en train de se dire, mais en fait, le pays dans lequel nous sommes en train de vivre est un théâtre d'ombre. Qu'est-ce que c'est ? Quelle est cette personne avec laquelle je dîne tous les soirs, à qui il manque un bras parfois ? Et qu'est-ce qu'elle a fait pendant la guerre ? Fatih, was hast du mit dem Krieg gemacht ? Qu'est-ce que tu as fait avec la guerre ? Qu'est-ce que tu as fait pendant la guerre ? Et cette interrogation-là qui taraude les gens, eh ben, elle se concrétise parce qu'il y a de plus en plus, à partir de 58, de plus en plus de scandales et de procès qui se mettent en place et qui montrent que, effectivement, en République fédérale allemande, eh ben, il y a des gens qui ont fait des trucs vraiment pas Charlie pendant la guerre et qui occupent des postes et qui les occupent de façon à dire mais en fait j'ai rien fait de mal. Tel chef d'une Einsatzgruppe qui, en 1954, prend sa retraite et dit excusez-moi, mais j'aimerais bien que mes annuités que j'ai passées dans les territoires occupés en Biélorussie soient prises en compte. Qu'est-ce que tu as fait là-bas ? Ah, j'ai tué des enfants. Oui, ça peut pas passer, quoi. Et ça peut même pas passer dans cette société qui le sépare, en fait. Mais quand un homme comme ça demande qu'on compte ses annuités, ah oui, vous étiez là-bas. Et là, bim, il y a une enquête sur lui. Et cette enquête, elle va révéler que les Einsatzgruppen ont commencé à tuer des femmes et des enfants à telle période, etc., etc. Et donc, comme j'essaie de vous le dire depuis le début, l'historien n'est jamais tout seul. Il y a toujours quelqu'un qui écrit l'histoire avec lui. Là, il y avait un ancien criminel de guerre nazi qui essayait de dire « Excusez-moi, je voudrais prendre ma retraite ». Et derrière, il y a eu des commissaires de police et des juges d'instruction qui ont essayé de mettre en place. Et donc, la première génération des historiens du nazisme commence à s'en rendre compte et se dit il va falloir qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on change les procédures d'acquisition du savoir pour que les jeunes dont nous sommes en train de parler puissent satisfaire leur soif de connaissance. Et donc, il y a une réforme qui se met en place des cursus d'historiens dans les universités allemandes. Alors, cette réforme, elle dit, voilà, on va arrêter de faire de la philosophie et d'apprendre Rosa, Rosam, Rosae, Rosas, etc., etc. On va plus faire de latin. À la place du latin, on va faire des sciences politiques, on va faire de la sociologie et on va vraiment apprendre ce que c'est. Dans le même temps, ce qui se met en place, c'est que les archives qui avaient été confisquées à la fois par les Britanniques, les Français et surtout les Américains, qui étaient à College Park, et tous ces gens-là disent écoutez, vous êtes en train de fonder votre République fédérale, on va vous rendre vos archives et vous allez pouvoir, les classer, etc., etc. Et donc, vous avez des paquebots entiers de fonds qui font le trajet de Washington, passant par l'Atlantique, et arrivent à Hambourg, et qui descendent vers Coblence Et donc, il y a des océans d'archives qui sont de nouveau à disposition des historiens, de cette seconde génération d'historiens, eux-mêmes formés en sociologie et en sciences politiques. Et qu'est-ce qu'ils trouvent, ces historiens,
dans ces années 70-80, qui sont celles après leur fonctionnement, eh bien nous disent, ce qu'on nous a raconté n'était pas tout à fait vrai. Hitler n'est pas celui qu'on pensait, il n'est pas cette espèce d'ange sombre dont la domination descend comme descend du champagne d'une pyramide de coupe. Hein. Les choses ne se sont pas passées comme ça, il y avait des dynamiques beaucoup plus anarchiques, beaucoup plus difficiles à prendre en compte. Hitler est une sorte de dirigeant charismatique dans lequel ce qui compte, c'est pas tellement ce qu'il était, mais ce qu'il incarnait aux yeux des gens qui étaient au rang en dessous, les Himmler, les Göring, etc., etc. Et ces gens se sont fait une guerre les uns les autres dans laquelle ils prenaient Hitler comme un espèce d'arbitre, arbitre que Hitler refusait d'être, et donc il y a quelque chose qui s'est mis en place et qui était de l'ordre d'une concurrence et d'une radicalisation, d'une surenchère administrative qui a radicalisé la pratique nationale-socialiste. Et au fond, la première école nous expliquait que le génocide était un projet qui avait été mis en place quelque part vers 23-24 et qui a été appliqué à partir de 39 ou 38-39. Et la deuxième école nous expliquait que non, le génocide des Juifs était quelque chose qui était né de la guerre et de sa radicalisation, et que face aux difficultés qu'étaient en train d'affronter les nationaux-socialistes, eh bien, ils avaient répondu par une radicalité plus grande en disant à un moment, table rase, on va tous les examiner. L'interaction entre les deux écoles est évidemment une interaction qui est extrêmement conflictuelle. Tout ça intervient dans une Allemagne qui connaît d'abord le terrorisme, la Rote Armee Fraktion, qui connaît ensuite les interrogations de la crise économique, etc., etc. Et vous avez ici un conflit supplémentaire de mémoire. Parce que la deuxième génération dit « Non, ce que vous avez dit est trop facile. Quand vous mettez en place un Hitler qui est le mage tout-puissant, qui, par la magie et la manipulation, subjugue les Allemands, vous déresponsabilisez tout le monde. » Nous, ce que nous disons, c'est que les structures administratives et étatiques ont participé et ont été motrices plutôt, de cette vague de violence. Plus tard, tout ça fonctionne jusque dans les années 70-80. Dans les années 80, le triomphe discret de cette deuxième école qu'on appelle fonctionnaliste ou structuraliste se met en place. Et le cours de la vie fait que les vieux professeurs de la première école prennent leur retraite, puis finissent par décéder, et la deuxième école devient dominante. Alors elle devient dominante, et en même temps il ne faut pas se leurrer, c'est-à-dire que les jeunes gens qui ont mis ça en place, qui la plupart du temps votent à gauche, sont sociodémocrates, etc., ils ont aussi leurs préjugés. Et pour eux, vous avez affaire à des gens qui sont incroyablement doués, ils font de l'histoire magnifique, ils ont lu beaucoup de sociologie, ils sont à gauche, ils croient à l'État-providence, etc., etc. Mais au fond, il y a quand même des petits préjugés qui traînent. Et pour eux, le premier des préjugés, c'est au fond, ce nazisme, ce truc-là, ce système de croyance, c'est quand même... C'est simplement une sorte de somme de tous les préjugés qu'il peut y avoir et qu'on peut avoir, et il faut avoir quand même l'esprit un peu faible pour adhérer à tout ça. Et donc, pour Yann Kershaw, le nazisme est une sorte de synthèse de l'ensemble des préjugés qui étaient dans les airs de la République de Weimar, et au fond, les gens qui vont s'investir dans les structures de l'État nazi sont en fait des gens qui ne peuvent pas être mus par du désir idéologique, par de la conviction, etc. Et ce que dit Yann Kershaw et Martin Broszat, hein, les grands historiens de cette période-là et de cette vague-là, c'est qu'au fond, tous ces gens sont des carriéristes. C'est-à-dire qu'ils proposent une surenchère idéologique, mais tout ça est un théâtre d'ombre. Tout ça est au fond simplement des gens qui essayaient de conserver des prérogatives pour leur institution et qui, d'un autre côté, cherchaient simplement à se promouvoir.
au fond, tout le monde a ces préjugés-là, vous voyez. Et tout ça aboutit à la fin des années 80, oui, c'est ça, à la fin des années 80, aboutit à ce que, au fond, tout le monde était structuraliste, tout le monde était fonctionnaliste, tout le monde était d'accord. Hitler a sans doute été un dictateur faible, et c'est un système qui connaît une sorte d'emballement qui va déboucher sur les pratiques de violence que mettent en place les nazis. Et puis, en 1989, je dirais, 89 ou 90 peut-être, il y a un numéro d'Esprit, vous connaissez la revue, hein, qui en apothéose invite Yann Kershaw, qui vient de sortir sa biographie de... Non, c'est peut-être un peu plus tard, c'est 91, je crois. Et qui vient de sortir le premier essai de biographie sur Hitler. Alors là, il est weberien, donc c'est Hitler, la domination charismatique. Il fait d'Hitler une sorte de manteau vide dans lequel les dignitaires nazis projettent complètement leurs désirs, leurs fantasmes, leurs rêves, etc., etc. Et c'est cette projection-là qui crée la force d'Hitler charismatique et qui explique la dynamique du régime. Et puis vient 89. Et 89, 90, l'effondrement du pacte de Varsovie. C'est une révolution pour les historiens du nazisme. C'est une révolution, pourquoi ? Parce que très très vite, dès janvier 1990, vous avez des historiens qui commencent à aller à Moscou, qui commencent à aller à Varsovie, à Cracovie, à Prague, etc. Et on s'aperçoit qu'il y a des monceaux d'archives qu'on n'a jamais vues. Et notamment à Moscou, on s'aperçoit qu'il y a un centre, à côté des centres d'archives qui sont très connus, il y a un centre d'archives qui s'appelle Sobi Archiv, qui est un centre spécial qui a été créé par le NKVD à l'époque, le KGB, etc., puis maintenant le FSB, et qui est un centre d'archives, on va dire, trophée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que personne ne les voit, personne ne les connaît, etc., etc., mais c'est les fonds que les soviétiques, en prenant l'Allemagne, se sont dit, eh ben, c'est nous, c'est notre gibier, c'est notre trophée, et on va les garder pour nous. Et on s'aperçoit dans ces archives-là qu'il y a des fonds incroyables qui viennent à la fois des instances centrales du national-socialisme, des instances d'occupation, et puis aussi des archives qui ont été volées un peu partout. Par exemple, les fonds d'archives sur les francs-maçons français, qui viennent des renseignements généraux, ils ont été piqués par les nazis en 1940, envoyés à Berlin, et piqués par les soviétiques, et ils finissent à Moscou. Et dans les fonds dont on est en train de parler, je vous me permets l'anecdote, il y a le fonds 1368, c'est la MGEN, ou la sécurité sociale de l'ASS. Donc vous avez des fonds absolument insupportables. Il y a un historien qui s'appelle Ralph Ogorek qui est payé par le ministère de la Justice canadien pour faire tous ces fonds-là. C'est insupportable. C'est des dossiers, il y en a des dizaines de milliers, vraiment. Et c'est des dossiers qui font 3 lignes. Il y a le nom, le prénom d'un officier SS, le fait qu'il s'est fait soigner la dent, ou qu'il a eu un herpès, ou qu'il a eu un rhume, et voilà. Et puis, au milieu de tout ça, Ralph Ogorek, un jour, il voit arriver un truc, alors qu'il avait l'habitude d'avoir des dossiers comme ça, il a un dossier comme ça. Et il l'ouvre, c'est la magie. Sur le dossier, il y a l'écriture manuscrite d'Himmler partout. C'est son termine calendar, c'est son agenda de rendez-vous pour les années 41-42. Quart d'heure par quart d'heure, on sait ce qu'a fait le chef de la SS. Et c'est incroyable. Parce que on voit comment il travaille, on voit où il est, on voit que tel jour il est à Riga, tel jour il est à Prague, tel jour il est à Poznan, tel jour il est à Berlin avec son train, et comment il voit Hitler, et les feuilles sont préparées de façon dactylographiée, c'est-à-dire que son secrétaire prépare les rendez-vous, et en même temps lui note avec son écriture manuscrite absolument imbitable, il note les résultats, tout ça. Et c'est incroyable parce que on arrive à suivre les dossiers vraiment quart d'heure par quart d'heure, et on a, sur la question de l'examination des Juifs, des annotations qui sont tout simplement précieuses. Le 14 décembre 1941, Himmler voit Hitler, et
sur cette feuille-là, il marque Judenfrage, et il fait un trait vertical, et il marque à fusiller comme partisan. Or, Judenfrage, ça veut dire question juive. Donc, il n'y a pas de lien avec le réel. Ça fait déjà des mois et des mois que les Einsatzgruppen tuent des femmes et des enfants, que la question juive est en suspens et que les gens qu'on fusille comme partisans sont à la fois des juifs mais aussi autre chose. Donc ça veut dire autre chose. Et donc c'est Christian Gerlach qui, à ce moment-là, met en place une interprétation en disant après, à ce moment-là, Hitler a décidé que c'était Judenfrage, ça veut dire l'ensemble des Juifs d'Europe, qui devaient être tués sous couvert de lutte contre les partisans. Ce que j'essaie de vous expliquer ici, c'est qu'il y a une troisième vague de recherche qui se met en place à ce moment-là, que cette troisième vague de recherche, elle en a ras-le-bol des débats un peu, florentins, qui se sont mis en place entre, d'un côté, les gens qui faisaient de l'histoire des idées à la Hitler, les premiers, les intentionnalistes, les deuxièmes qui utilisaient des outils savants de sociologie pour mettre en place les trucs, et les troisièmes nous disent, écoutez, on a des dizaines de milliers, des centaines de milliers de cartons d'archives qui dorment dans cet arc de ville qui va de Tallinn à Odessa et de Prague jusqu'à Kharkiv. Et c'est avec ça qu'on va faire notre histoire et qu'on va vous montrer comment, au fond, ce que vous présupposez avec vos systèmes d'interprétation a réellement fonctionné en Europe de l'Est. Effectivement, ces gens renversent la table. Là où on pensait que, là où au fond tout le monde était d'accord, parce que personne n'en savait rien, pensait que l'ASS avait été la force motrice de l'extermination en Europe de l'Est, ces nouveaux historiens, cette troisième génération, nous dit que non. En fait, quand on est à Riga, ou quand on est à Minsk, ou quand on est à Mogilev, eh bien, les autorités d'occupation sont celles qui vont dire au SS « Allez, vous y allez, quoi. Vous les butez parce que vous les exterminez, parce qu'on a autre chose à faire, on ne peut pas les nourrir, on n'a pas les emplois industriels pour en faire quelque chose. Ces gens sont des bouches inutiles, vous les faites disparaître. » Et les SS disent bah, « Écoutez, non, voilà, non, on ne le sent pas, on n'a pas très envie de le faire. » Et puis ils finissent par le faire quand même. Et donc, on a, à partir de 1991, 92, 95, plus sûrement, et pendant une trentaine d'années, on a une vague de recherche absolument incroyable avec des gens d'une érudition absolument fondamentale. Christian Gerlach, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a mis en place cette interprétation du génocide. Moi, je l'ai vu travailler en archives. Il est là, il est assis un peu comme moi là tout de suite, c'est-à-dire un peu tranquille, à l'aise. Vous voyez. Il a un crayon de papier bien taillé, et une feuille de papier généralement blanche. Et au total, derrière, on a une thèse de doctorat qui fait 1500 pages, dans lequel il y a 1235 fonds d'archives qui ont été mis. Des fonds d'archives, pas des cartons, hein, vous avez bien compris. Des fonds d'archives qui ont été vus, et quand on va chercher les notes de bas de page, il y en a 5000. Eh ben, ils croisent des sources qui viennent de Minsk avec des sources qui viennent de Berlin, d'autres qui viennent de Washington, et ça converge sur la preuve d'un événement. Il est incroyable. C'est impossible. Allez, une dernière anecdote. Un jour, on met en place au Centre Max Bloch à Berlin, donc le centre de recherche français de sciences sociales, on met en place un atelier dans lequel mon ami Florent Barriard met en place quelque chose, et il essaye une interprétation du rôle de Deichmann dans le truc. Et au fond de la salle, il y a Gerlach avec deux autres historiens, et Florent donc essaye une interprétation en projetant l'image d'un livre des années 50 dans lequel se trouve la preuve qu'il cherche. Et là, à la fin du truc, Gerlach lève la main et lui dit merci de cet exposé, mais vous nous avez projeté cette page, mais vous n'avez pas la page précédente. Et dans la page précédente, il dit ça. Et donc le mec connaît le livre par cœur, et il dit ça, et ça va totalement à l'encontre de votre hypothèse. Et bim, c'est terminé. Bref, tout ça pour dire que ça a été un peu terrorisant quand même de faire nos recherches avec ces gens-là, parce que on peut rien faire contre ça. C'est très difficile de mettre en place
de mettre en place des interprétations alternatives. Alors effectivement, on l'a fini par le faire parce qu'on était des historiens français, qu'on avait été formés par Braudel, Leroy-Ladurie, etc. et qu'on a pu mettre en place une histoire plus interprétative, anthropologique, histoire culturelle du national-socialisme, dans laquelle on a traité le nazisme comme un système de croyance. On s'est mis dans la peau d'anthropologues qui regardaient des tribus lointaines, même si on savait très bien que le nazisme c'était un peu nous quand même. On a travaillé de façon à essayer de montrer qu'il y avait une sorte d'étrangeté dans le national-socialisme qui nous permettait de mettre en place des outils d'interprétation qui étaient les nôtres. Ça, c'est l'histoire dont nous sommes les héritiers. Et puis, comme je vous le disais, ça a commencé il y a 30 ans. Moi, j'avais 25 ans, j'en ai 55 maintenant. Et le mouvement de la vie fait que, ben voilà, il y a quelque chose qui est en train de naître de nouveau. Et le livre qu'on est en train de présenter, Le monde nazi qui est là, eh ben, il est l'occasion à la fois de vous présenter ces trois écoles dont je suis en train de vous parler, ces trois vagues, ces trois générations d'historiens et d'historiennes du national-socialisme, mais aussi cette vague qui est en train de se lever et qui, on a écrit ça il y a 3-4 ans, on était en 2022, 2023, 2024, et on la sentait venir à ce moment-là, et maintenant elle est en train de s'affirmer, et cette vague cette quatrième vague qui est en train de naître est une vague qui est très intéressante, qui est très passionnante, parce que là où la vague numéro 3 essaie de nous amener à écrire une histoire fine des pratiques d'occupation nazie en Europe, essayer de comprendre ce qui se passait à Minsk, à Riga, à Reval, à Tallinn, à Odessa, à Kharkov, eh bien, ces gens nous disent on va essayer de revenir à une interprétation du nazisme. Tout ça est vrai, disent-ils, mais on va essayer de revenir à une interprétation du nazisme pour essayer de comprendre comment le régime a construit son enracinement dans la société allemande. Et on a dans tout ça tout un ensemble de travaux sur la question de la société telle qu'elle est en train de se construire, de la façon dont se mettent en place des régimes de domination de l'Europe par la société allemande à partir du début de la guerre, etc. Et c'est tout ça que je vais essayer de vous raconter maintenant, même si ça fait très longtemps que j'ai commencé, qu'il est 19h, et que je vais essayer de passer juste un quart d'heure sur ce que je suis en train de faire. La première chose qu'on a fait dans ce livre, alors vous savez qu'il a été écrit à 3 mains, enfin à 3 paires de mains. Johann Chapoutot est un historien qui est prof à la Sorbonne et qui est un spécialiste dans ce qu'on pourrait appeler l'idéologie et les savoirs nazis. Qu'il y a en second lieu Nicolas Patin qui lui est un spécialiste d'histoire sociale. Et en troisième lieu, moi qui fais un peu d'anthropologie historique du national-socialisme. Et donc on s'est partagé le travail en... les chapitres sont pas écrits, sont écrits par chacun des historiens, mais les parties sont mélangées. La première partie de ce travail a essayé de montrer comment le nazisme était né, à la fois de l'héritage de la Grande Guerre et en même temps de ce bouillon de culture munichois qui, dans lequel le NSDAP, entre 1919 et 1924-25, constitue un mouvement völkisch, ethno-nationaliste, parmi d'autres. Ici, on a été obligé d'essayer de travailler en termes d'originalité, de représentativité. Quand on lit Mein Kampf, si on le lit bien, on s'aperçoit que c'est au fond non pas un livre programmatique, non pas une annonce du génocide, non pas, etc. C'est une Abrechnung, comme le dit Hitler. C'est-à-dire, cet homme règle ses comptes de sa prison avec l'ensemble du bouillon de culture ethno-nationaliste dans lequel il a été mis en place. Ce qui compte, par contre, c'est que à partir de 1924, Mein Kampf est aussi un signe du fait qu'il y a quelque chose qui est profondément original, qui se met en place dans le national-socialisme par référence à ces völkisch. Le nazisme est une doctrine, Johann aime bien dire Weltanschauung, une façon de se représenter le monde, une grille de lecture dans laquelle le monde fait sens. C'est une grille de lecture raciale, déterministe, dans laquelle le monde est un agrégat de races. On part de cet espace qui va de la Scandinavie jusqu'à l'Allemagne centrale, et dans lequel les races nordiques sont les plus représentées. Et puis, vous avez
un dégradé qui amène des métissages avec les races ostiques, baltiques, alpines, dinariques, etc., etc. Et donc plus vous vous éloignez de ce centre, moins il y a de nordiques, et donc plus l'appréciation des raciologues est péjorative. Quoi qu'il en soit, ce qu'essaye de montrer Johan dans cette première partie, c'est que le national-socialisme a été un système de croyance attrayant parce qu'il permettait à la fois de donner sens à la fois au monde, à l'histoire, et notamment à l'histoire immédiate et à cette défaite de la Première Guerre mondiale qui a quand même été à la fois un immense traumatisme et un mystère complet pour les populations allemandes, et qui permet de transmuter cette incompréhension et cette angoisse de la défaite en une utopie politique qui passe par trois concepts. Le concept de Lebensraum, espace vital, biotope, dans lequel, c'est un concept qui se part d'objectivité, c'est-à-dire que toute espèce vivante a besoin d'une somme d'espace définie pour pouvoir avoir une croissance harmonieuse. C'est valable pour le chien-dent ou les genêts, c'est valable pour les bisons, et c'est évidemment valable pour les germains. Hint, les Germains n'en ont pas assez, donc l'espace vital allemand doit connaître une expansion qui n'aura pas lieu outre-mer comme les colonialismes classiques européens, mais conformément à l'histoire, et notamment à l'histoire des derniers millénaires, par l'expansion à partir des minorités diasporiques germaniques qui sont présentes partout en Europe orientale et centrale, par la conquête de ces espaces. Le nazisme se veut aussi discours sur l'histoire. Alors là, je viens de le montrer un petit peu. Si vous voulez, les nazis prennent en charge l'idéologie, on va dire, indo-européenne, linguistique indo-européenne, et puis l'idéologie aryenne qui veut que ces gens, blonds, aux yeux bleus, au visage dolicocéphale, etc., seraient partis de la vallée de l'Indus, en gros, et auraient colonisé petit à petit, dans les 10 derniers millénaires, l'ensemble européen. Alors, tout ça donne que l'Empire perse, c'est des Indo-Européens, donc c'est des blonds aux yeux bleus. Sparte, c'est des blonds aux yeux bleus. Athènes, c'est des blonds aux yeux bleus. Rome, c'est des blonds aux yeux bleus. Les grandes invasions, c'est des blonds aux yeux bleus. Charlemagne, c'est un blond aux yeux bleus, etc., etc. Et on va jusqu'à la guerre de 30 ans. Alors, effectivement, c'est un rythme cyclique, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a une phase de montée, et puis après, il y a une phase de décadence, et cette phase de décadence, vous aurez compris qu'elle est due à cet ennemi métahistorique, éternel et racial, qu'est la race juive, dont on ne sait pas très bien quand on travaille sur l'idéologie nazie, si c'est une Unrasse, c'est-à-dire une anti-race, ou si c'est la race totale et ultime, telle que le voudrait la raciologue guntherien, parce qu'elle a réussi à ne jamais se métisser. Donc, vous avez d'abord et avant tout donc, un premier visage de la promesse qui est le Lebensraum. Le nazisme s'assigne comme but de conquérir cet espace vital et de le conquérir à l'Est. Dans cet espace vital à l'Est, les nazis projettent de fonder une nouvelle société. Cette nouvelle société, ils appellent ça l'ethno-communauté, Volksgemeinschaft. Volk, c'est le peuple, Gemeinschaft, c'est la communauté. Et c'est une société qui aurait été fondée à la fois par ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelle désormais après Foucault, une biopolitique, c'est-à-dire tout un ensemble de mesures de sélection de population. Il y a des gens qui ont le droit de se marier, d'autres qui n'ont pas le droit de se marier, des gens qui ont le droit d'avoir des enfants, d'autres qui n'ont pas le droit d'avoir des enfants. Si tu as un cancer, tu n'as pas le droit d'avoir des enfants. Si tu es juif, évidemment, tu n'as pas le droit d'avoir un enfant. Si tu es tzigane, tu n'as pas le droit d'avoir un enfant. Si tu es dépressif, tu n'as pas le droit d'avoir un enfant. Si tu es chômeur, tu n'as pas le droit d'avoir un enfant, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est une communauté bien dégagée derrière les oreilles, mais une fois qu'est mis en place cette procédure de sélection sans fin des populations, les gens qui sont à l'intérieur et qui ont passé ces solutions, ils ont d'abord le droit de faire des enfants, et ils seront l'objet de tout un ensemble de politiques, d'une sorte de sollicitude et du care nazi, qui est censé créer une société dans laquelle les ferments de la division, et notamment la lutte des classes, est censé ne plus
ne plus exister. C'est une vraie société idéale, c'est une vraie utopie, sans plus de conflits. Une fois qu'on a réussi ça, une fois qu'on a le Lebensraum et la Volksgemeinschaft, alors c'est une telle révolution, ce qui aura été accompli par ce Troisième Reich, que c'est une révolution qui doit durer 1000 ans. C'est un empire millénaire. Ce que j'essaie de vous montrer ici, c'est que le nazisme donne à la fois sens à la situation de départ et en même temps courbe le futur et lui donne un aspect utopique. Et c'est cette transmutation de l'angoisse du présent en attente du futur qui donne la grande attractivité du national-socialisme. La deuxième partie du livre, elle essaie de rendre compte de la façon dont les nazis, qui sont une sorte de groupuscule d'extrême droite vraiment pas très élégant des années 1919-1921, finissent d'abord par devenir le leader de cet ensemble de la nouvelle extrême droite völkisch, ethno-nationaliste des années 25-30 et va finir par fédérer l'ensemble de ces énergies contre-révolutionnaires, racistes, antisémites qui bouillonnent dans l'Allemagne d'après-guerre. C'est Nicolas Patin qui s'est occupé de cette partie qui vient ensuite, qui est une partie de sociologie, notamment très quantitative, dans laquelle il s'agit à la fois de mettre en place quelque chose qui est une analyse des corps militants du national-socialisme, pour montrer que c'est une révolution de la jeunesse, que ça n'est pas un mouvement ouvrier non plus, que ça n'a rien de socialiste, que c'est un mouvement qui est un mouvement de classe moyenne moins, classe moyenne qui craignent le déclassement, de classe moyenne rurale, etc. etc. Et donc, ce que Nicolas met en place ici, c'est une triple sociologie, une sociologie militante dans laquelle il montre que c'est un parti plébéien, mais qui finit par attirer de très jeunes élites, les gens sur lesquels moi j'ai travaillé, qui sont des étudiants qui choisissent la radicalisation ethnicisante dès les années 1919-1921 et qui vont faire un parcours militant d'abord ailleurs, hors du national-socialisme, et puis après qui vont s'investir à la fois dans la Ligue nationale-socialiste des étudiants, l'ASA, et puis surtout l'ASS et l'ESD. Donc il met en place cette première sociologie qui est celle des militants. Il met en place ensuite une deuxième sociologie qui est celle des électeurs, et dans laquelle il montre très bien comment, au fond, il y a une polarisation qui se met en place et qui fait que le national-socialisme est un nain électoral jusqu'en 1928, 2,78% de résultats aux élections de 1928, pardon, des élections législatives. En 30, c'est multiplié par 18, et donc on est à 36 et quelques %. Donc il y a une explosion en 2 ans. Ce qui s'est passé entre les deux, c'est la tragédie de la déflation de Wall Street, hein, c'est la crise de 29, avec des taux de chômage qui sont himalayens. À Wuppertal, on est à plus de 75% de chômage. Quand on fait le compte des expériences de chômage, on s'aperçoit qu'on est, il y a plus de périodes de chômage que de population active. Ça veut dire que toute personne qui a travaillé entre 1925 et 1935 connaît à un moment ou à un autre le chômage. Et un chômage qui est vécu comme une tragédie. Donc, ce que Nicolas fait, c'est une première sociologie qui est la sociologie des militants, une deuxième sociologie des votants, dans laquelle il montre donc cette polarisation qui fait que, au fond, quand on suit les élections, on s'aperçoit que les partis de droite traditionnels, les partis du centre traditionnels perdent leurs électeurs, que les sociodémocrates en perdent un peu moins, mais plutôt vis-à-vis des communistes, et que on se retrouve avec. Alors je vais pas m'attarder là-dessus parce que je vous avoue que je supporte pas l'histoire politique. J'ai beaucoup de mal à la faire. Je suis très incompétent. Et mon copain Johan Chapoutot vient d'écrire un gros livre là-dessus qui s'appelle Les Irresponsables. Et si ça vous intéresse, il y a les statistiques dans le monde nazi et il y a une explication dans Les Irresponsables qui est, etc. Il n'en reste pas moins que la vie politique allemande, à partir de 1930 et jusqu'à 1933, c'est des gens qui gouvernent avec un éléphant dans le corridor. Ils disent, on ne veut pas travailler avec les nazis, mais les nazis sont le premier parti d'Allemagne. Alors, ils ne veulent pas
Ils ne veulent pas travailler avec les nazis, puis ils ne veulent pas travailler avec la gauche non plus. Donc, si vous voulez, ça commence à faire compliqué. Il y a un éléphant et puis un âne dans le truc. Hein, ils sont là, oups, pardon, et ils ne peuvent pas... voilà. Et donc, au bout d'un moment, ils sont un peu fatigués. Les institutions ont été suspendues. Le travail du législateur n'a plus lieu parce qu'on peut gouverner que par décret, il n'y a plus aucune, les majorités sont introuvables. Et donc, quelque part en décembre 1932, ils décident, on va dire, les libéraux conservateurs qui sont au pouvoir décident que, bon, bah, on ne peut plus faire autrement, on va intégrer les nazis à nos combines, à notre façon de travailler, et on va les contrôler. Et puis, ben, voilà, le truc fonctionne pas, et voilà. Donc commence à ce moment-là une deuxième partie du livre. Hein. Jusqu'ici, on a travaillé sur la naissance du national-socialisme, sa constitution en parti, puis en force électorale, puis arrivé au pouvoir. Et commence une deuxième partie du livre dans laquelle, je pense que j'ai vraiment plus de temps, ouais, c'est ça, il me reste pratiquement rien, dans laquelle se met en place quelque chose qui est de l'ordre du mystère et qui est cette interaction entre un appareil étatique et militant en instance de fusion et une société qui a à la fois contribué à porter le nazisme au pouvoir, mais qui est très loin d'être gagnée par eux, parce qu'il y a des forces de résistance, il y a des sociodémocrates, il y a des communistes, il y a des catholiques. Les catholiques, ils aiment vraiment pas les nazis. Et il y a des ouvriers qui rôlent, etc., etc. Et donc, la deuxième partie du livre, elle a été quand même très consacrée à la fois aux questions de répression, comment les nazis essayent d'éliminer leurs adversaires par la police, par les camps de concentration, etc., tout en montrant bien que cette partie répression, elle est beaucoup moins importante qu'on a pu le penser, notamment qu'a pu le penser la première génération des historiens dont je vous parlais. Quand on fait le compte des morts de la répression nazie entre 1933 et 1939, 6 années, 7000 personnes. Moins que 1960, que les morts sur la route en France en 1960. Ça veut dire que la terreur nazie, c'est plus de l'ordre de l'imaginaire que du réel. C'est-à-dire que les gens ont plus peur que ce que c'est. Et ça, c'est très important parce que les nazis le savent parfaitement et ils en jouent. Quelqu'un qui rentre dans un camp de concentration entre 1933 et 1939, c'est un Allemand. Il est communiste, il est socialiste, il est homosexuel, il est asocial, il a cogné son contremaître, etc., etc. Mais c'est un Allemand et il a vocation à sortir. Et quand il sort, qu'est-ce qu'on lui dit ? Tu dis rien. Hein ? Et évidemment, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il dit. Mais en disant, il véhicule la terreur. C'est-à-dire, il dit, ah putain, ils ont été rudes, hein, ils ont cassé tellement de dents, etc., etc. Et donc les gens commencent à avoir peur. Et donc, vous voyez, la terreur voyage dans les liens sociaux comme ça. Et c'est précisément ce que veulent les nazis. Alors, on n'a évidemment pas trouvé d'ordre disant, bon, écoutez, vous allez les libérer, en leur disant de surtout rien dire parce qu'ils vont parler. Bien sûr que tout cela se passe de façon orale, voire tacite, mais voilà. Et donc, ce qu'on a essayé de faire dans ce chapitre, outre ces questions de répression, on a essayé de montrer aussi comment les nazis mettent en place toute une nébuleuse d'associations, d'institutions qui accompagnent les âges et les rythmes de la vie de la société allemande. Et donc, comment, sur les âges de la vie, on passe en fait par les organisations de jeunesse, puis par les organisations patronales, professionnelles, pardon, puis par le Arbeitsdienst, donc le service du travail, l'armée, etc., etc., etc. Et donc, on a essayé de montrer que la question de l'endoctrinement, c'est une mauvaise question à poser, parce que vous présupposez, quand vous travaillez sur l'endoctrinement, que les gens que vous avez en face d'eux n'ont pas de libre arbitre. Or, ce que nous essayons de montrer, c'est que le nazisme a mis en place ce qu'on appelle une Beteiligungsdiktatur, c'est-à-dire une dictature de la participation. Pour nous, le nazisme, c'est des grands blonds avec des uniformes SS qui rient comme des fous en tuant des gens devant des fosses, en hurlant des prières nordiques. C'est pas du tout ça, en fait. Pour l'artisan de la ville de Bamberg, par exemple, ben, le nazisme, c'est pas ça, c'est le 1er mai, une kermesse,
un peu emmerdante, où tu as des dames patronesses qui te demandent de façon insistante un petit peu d'argent, tu donnes quelques pfennig, etc. Et tout ça va devenir des dons qui vont aller à l'œuvre d'entraide hivernale, hein, l'équivalent des Restos du Cœur nazis, ou à la Ligue nationale de bienfaisance nazie, qui est une sorte d'ancêtre d'un État-providence. Le nazisme, pour ces gens-là, entre 1933 et 1939, c'est quelque chose comme une institution ou un ensemble d'institutions de la frugalité bienveillante et heureuse. Et si on ne comprend pas ça, eh ben, on ne comprend pas pourquoi, le 22 juin 1944, quand va avoir lieu l'offensive soviétique qui va casser les reins de l'armée allemande de l'Est, eh ben 50% des soldats qui doivent mourir dans ce conflit à l'Est sont encore en vie. Qu'est-ce qui peut bien expliquer que, alors que tout est perdu, etc., les gens qui sont là et qui font face aux soviétiques vont se battre de telle façon que les pertes soviétiques ne fléchissent pas et eux connaître des pertes qui grimpent en flèche et qui donc se laissent tuer sur place. Eh bien, l'une des réponses de tout cela vient du fait que les appareils nationaux-socialistes ont mis en place des liens innombrables avec la population qui passent par la participation, l'échange, le don, le contre-don, le contrôle social et la certaine tiédeur, d'une certaine bienveillance qui passe par cet ensemble de faits qui ponctuent l'année civile nationale-socialiste. Tout le monde ne devient pas nazi à hurler des trucs et à être antisémite, etc. etc. Mais par contre, ce sont près de 60 millions de personnes qui adhèrent à la Ligue nationale socialiste de bienveillance, qui adhèrent à l'œuvre d'entraide hivernale et qui vont finir par s'investir dans cette société de l'attention à l'autre que le nazisme essaye d'être. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que cette promesse dont je vous parlais tout à l'heure d'établissement d'une société heureuse ou bien heureuse, ou qui était la Volksgemeinschaft, et ben les gens ont l'impression que ben voilà, c'est en train de se mettre en place. Le troisième et dernière, et je m'arrête là après hein, quand même, la troisième et dernière partie de ce livre est consacrée à la guerre. Mais ici, vous avez remarqué, ce qu'on a fait est essentiellement une histoire allemande. C'est une histoire germano-allemande. Hein, tout ça s'est passé entre Munich, Berlin, Hambourg, La Ruhr, Bamberg, Garmisch-Partenkirchen, Berchtesgaden, etc. etc. C'est une histoire allemande qu'on a racontée jusqu'ici. Mais cette histoire n'a pas été allemande. Cette histoire, elle est européenne. Pourquoi est-ce qu'elle est européenne ? Parce que la guerre commence le 1er septembre 1939 avec l'invasion de la Pologne. Et cette guerre, au fond, on peut l'analyser comme une guerre de revanche. Une guerre qui est là pour reprendre le conflit tel qu'il s'était agencé jusqu'au 11 novembre 1918. Et ils la reprennent au même endroit, en essayant, entre 1933 et 1941, ils essayent d'éliminer chacune des conséquences du projet de paix. En 1935, c'est le référendum sur la Sarre. En 1936, c'est la Rhénanie. En 1938, c'est à la fois l'Anschluss, hein, donc la réunification, l'unification entre les populations germanophones d'Autriche et le Reich, et c'est en même temps les Sudètes. Donc c'est vraiment, on est ici dans quelque chose qui est de l'ordre de la reprise du truc. En 1939, avec la Pologne, c'est le renouveau de la guerre, et cette guerre est pensée avec les mêmes cadres que la guerre de 1914-1918. Et cela, je vais essayer de vous le montrer avec les deux conflits suivants. Le premier de ces conflits, c'est l'invasion de la France. Hein. Est-ce vraiment un hasard si le seul commando qui est envoyé par la SS pendant l'invasion de la France est un commando d'archivistes, et que le seul document qu'ils essayent de trouver, c'est le traité de Versailles, qui a disparu depuis? Est-ce que c'est vraiment un hasard si l'armistice qui est signé par les envoyés du général Pétain est signé dans la clairière de Rotonde, dans le wagon qui a été utilisé le 11 novembre 1918?
On continue. Est-ce que c'est vraiment un hasard si l'armée qui va être envoyée contre la Serbie le 17 avril 1941 est exclusivement composée d'Autrichiens? Est-ce que c'est un hasard si ces Autrichiens, le premier geste qu'ils vont mettre en place, c'est de bombarder Belgrade, comme le 1er août 1914? Ces guerres sont vindicatoires. C'est une guerre de la revanche qui se met en place. La guerre suivante, elle a une toute autre signification. On passe de la guerre de la revanche à la guerre de la croisade, et c'est le 22 juin 1941, l'invasion de l'URSS. Et ici commence une guerre qu'on pourrait définir comme une guerre existentielle. Ce qui se met en place, c'est une guerre du Sein oder Nichtsein, de l'existence, de l'être ou du non-être, hein, de la victoire et donc de l'apothéose et de l'accomplissement de l'utopie, ou alors une guerre dans laquelle la disparition de la germanicité se mettra en place. De facto, les chapitres suivants essayent de montrer comment la société allemande a muté par rapport à la guerre, en montrant que s'y réalise quelque chose qui est de l'ordre d'une domination coloniale qui se met en place avec la mise en place de stratégies d'occupation qui sont à la fois d'une immense diversité, mais d'une très grande dimension prédatrice. Ce sont des dizaines de milliers de trains qui partent de France, qui partent des Pays-Bas, qui partent de Prague, etc., et qui amènent des meubles, des produits de consommation, etc., pour gonfler le niveau de vie des Allemands et pour faire que le corollaire de la guerre, qui est une immense crise de subsistance, il y a une famine partout en Europe, hein, ne touche surtout pas les Allemands. Les Allemands vont alors faire une expérience coloniale totale. Ce sont 15 millions de personnes qui sont drainées de l'ensemble des territoires occupés, amenées en Allemagne, avec tout ce que ça peut supposer, si vous voulez, d'expérience coloniale, les Allemands étant les représentants de l'ordre du Reich et le personnel de ménage des très jeunes Ukrainiennes rentrant dans les intérieurs bourgeois, les hommes devenant ouvriers agricoles dans les fermes allemandes et le moindre allemand ayant désormais du personnel à la maison, hein, avec tout ce que vous pouvez présupposer de pratiques de subordination, d'abus sexuels, etc., etc., etc. C'est donc une société coloniale avec tout son paradoxe qui se met en place à ce moment-là. Les Allemands nous avaient dit qu'ils allaient créer la société germanique idéale. Quand vous êtes à Berlin en 1943, on entend plus parler russe que parler allemand. Hein, leur troisième Reich est une tour de Babel. Ils sont 70 millions d'Allemands, mais il y a 15 millions d'étrangers. Et donc, on a essayé aussi, dans ces chapitres-là, de montrer comment le basculement de l'expérience de guerre vers une expérience paroxystique se mettait en place, avec l'expérience des bombardements, avec le récit de la perte de l'initiative stratégique, et puis, évidemment, la fin. Cette dernière année absolument apocalyptique, avec le rouleau compresseur des Alliés qui, à la fois, rôtit les gens à Dresde, qui, en même temps, écrabouille l'ensemble des communautés allemandes orientales à coup de destruction, à coup de viol, etc., etc., et la fin, telle qu'elle se présente en mai 1945. On n'a pas beaucoup travaillé sur les questions de mémoire et de dénazification pour plein de raisons, parce que on en avait un peu marre, on avait beaucoup écrit, et aussi parce que à nos yeux c'est une autre histoire, elle doit s'écrire, mais voilà, c'était pas très c'était un autre livre. Johan a écrit une belle conclusion, je ne sais pas si vous l'avez lu ou si vous ne l'avez pas lu, mais une conclusion qui est une vraie adresse d'histoire du temps présent, que moi j'aurais peut-être pas écrit comme ça, qui est d'une grande radicalité et d'une grande beauté en même temps, mais qui montre bien que ce livre et la matière sur laquelle nous avons travaillé est une matière qui continue à nous poser des questions, et des questions dans lesquelles il va devenir urgent qu'on trouve des réponses. Je vous remercie.